vous remercie, Monsieur le Président. Je tiens également à remercier les organisateurs de cette manifestation scientifique. Minuit, c'est l'heure du crime. Sortant d'une chambre voisine, un homme surgit dans le noir. Il ôte ses souliers, s'approche de l'armoire sur la pointe des pieds et saisit un couteau dont l'acier lui bien aiguisé. Puis, masquant ses yeux de fouine avec un pan de son manteau, il pénètre dans la cuisine et d'un seul coup, comme un bourreau, avant que ne crie la victime, ouvre le cœur d'un artichaut. Ce poème de Maurice Carême, qui s'intitule « L'heure du crime », illustre une association instinctive de la nuit à la commission d'actes délictueux. L'heure la plus propice à la commission d'actes délictueux, l'heure la plus propice au crime, c'est le cœur de la nuit, c'est la nuit. La nuit, donc, élément temporel de la commission d'infraction, élément singulier de la commission d'infraction. Le droit pénal substantiel a pour objet traditionnel la répression des infractions. Alors, classiquement, le droit pénal substantiel est divisé en deux temps. Premièrement, le droit pénal général, composé des normes applicables à l'ensemble des agissements délictueux, et le droit pénal spécial, qui est composé des textes d'incrimination qui décrivent les comportements pénalement sanctionnés. Au fondement du droit pénal spécial, la protection, telle que le disait Romain Vaillant plus tôt, la protection de certaines valeurs sociales. L'interdit pénal suppose en effet l'existence de certains impératifs favorables à la vie, au respect, à la sécurité, au respect de la vérité, à la sécurité. Or, la nuit, il se trouve que la nuit constitue une menace particulière pour l'ensemble de ces valeurs. Alors, la nuit, telle qu'on l'a développée plus tôt, effectivement, est susceptible de renvoyer à plusieurs réalités, étant précisé qu'en droit pénal, la définition de la nuit plutôt revêt une importance particulière dans la mesure où le droit pénal est censé obéir au principe de l'égalité des délits et des peines. Donc la définition ici de la nuit doit obéir à une exigence de clarté. Alors la nuit peut être scientifique. Il s'agirait donc de calculer précisément, selon un calcul de latitude et de longitude, l'heure exacte dans un lieu donné. La nuit peut également être sociale, par assimilation donc à la période généralement considérée comme celle du repos. Et la nuit peut également être une nuit par assimilation à l'obscurité. Lorsque l'on dit en réalité il fait nuit, c'est il fait noir. Alors comment le droit pénal substantiel envisage-t-il la nuit? Quelle est la prise en compte par le droit pénal substantiel de la nuit? La première remarque que l'on peut opérer ici, c'est que les dispositions pénales qui font référence à la nuit, à l'obscurité, au caractère nocturne de l'infraction sont éparpillées dans plusieurs recueils de normes, le code pénal, le code de l'environnement, le code forestier. Et la seconde remarque que l'on peut opérer, c'est que le droit pénal général ne comporte qu'une seule occurrence du terme nuit, c'est l'article 122-6, premièrement, du code pénal, selon lequel la nuit est une condition de reconnaissance d'une présomption de légitime défense. Et la nuit est alors synonyme de clémence pénale. A l'inverse, en droit pénal spécial, les références à la nuit sont très nombreuses et la présence de la nuit dans ces textes est alors synonyme de répression pénale à travers la création d'une délinquance propre à la nuit, une délinquance particulière à la nuit. Dans un premier temps, la nuit synonyme de clémence pénale, l'existence d'une présomption de légitime défense. La nuit, écrit un philosophe contemporain, la nuit confère de l'horreur aux bruits les plus anodins. Dans l'obscurité, le craquement d'un meuble suffit à faire chavirer le monde des assurances quotidiennes. La nuit est donc synonyme d'angoisse. Le citoyen donc, a plus spécifiquement peur d'être victime d'infractions la nuit. Et cette association instinctive de la nuit, encore une fois, association instinctive de la nuit au crime, vient fonder la prise en compte par le législateur de la nuit et la création d'un cas privilégié de légitime défense, d'une présomption de légitime défense. Alors un cas privilégié de légitime défense, donc la nuit comme condition d'application d'un fait justificatif. La légitime défense consacrée à l'article 122-5 du Code pénal est un fait justificatif, donc qui neutralise, comme tout justificatif, le caractère délictueux de l'infraction et constitue à ce titre une cause d'irresponsabilité pénale de l'agent, c'est-à-dire que l'agent n'est pas pénalement responsable de l'infraction s'il peut démontrer l'existence de la légitime défense. L'article 122-6 pose deux présomptions de légitime défense, de cas privilégiés de légitime défense, dont seul le premier nous intéresse ici, puisque cet article dispose « est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte, premièrement donc, pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. » Alors la disposition est ancienne, le Code pénal de 1810 connaissait déjà cette articulation des dispositions pénales. La disposition également est unique, encore une fois, il n'existe aucune autre disposition pénale en droit pénal général qui fasse ainsi référence à la nuit, qui pose ainsi la nuit comme l'une de ses conditions d'application.
Alors de surcroît, l'enjeu est considérable pour deux raisons. Premièrement, parce que la légitime défense est un fait justificatif, donc à la clé, encore une fois, l'irresponsabilité pénale de l'agent, et d'autre part parce qu'il s'agit d'une présomption de légitime défense, et donc par conséquent, elle dispense l'agent de prouver, elle dispense l'agent de prouver que son acte revêt les caractéristiques de la légitime défense, donc notamment l'actualité de l'atteinte, la proportionnalité des moyens employés par rapport à l'attaque. Cette présomption à l'origine est irréfragable, telle que permettent de le dire deux arrêts rendus sous l'empire du Code pénal de 1810. Les faits sont identiques. Il s'agissait donc de l'amant qui s'était introduit, l'amant de l'épouse s'était introduit dans le domicile conjugal de nuit et le mari a tué l'amant, alors non pas évidemment pour se défendre d'une potentielle infraction, mais bien plutôt pour se venger de l'adultère. Et il se trouve que la légitime défense dans ces deux arrêts avait été retenue, donc on ne peut pas, c'est la preuve qu'on ne pouvait pas à l'époque prouver contre la présomption de légitime défense. Cette présomption était donc irréfragable. Or, le présupposé selon lequel la nuit est finalement synonyme de projet criminel, évidemment, trouve sa limite, précisément lorsqu'en réalité l'intrus ne compte pas s'en prendre ni à la personne ni au bien. Alors un revirement depuis a eu lieu par un arrêt Rémignac du 19 février 1959, et aujourd'hui la présomption de légitime défense telle que nous la connaissons cède évidemment devant la preuve contraire, elle cède devant la preuve de l'absence des éléments de la légitime défense. Alors l'article 122-6, premièrement, présume la légitime défense parce qu'il présuppose que celui qui agit la nuit est animé d'intention délictuelle, il présuppose que celui qui agit la nuit a un projet criminel. Donc il s'agit de l'association instinctive de la nuit au crime. Alors pourquoi cette peur de la nuit ? Ce qu'il faut souligner ici, c'est que l'article 122-6, premièrement, est fondé sur, outre le critère temporel de la nuit, il précise également que l'intrusion doit avoir lieu dans un lieu habité. Cette précision renvoie au principe d'inviolabilité du domicile. En réalité, c'est l'association de l'élément temporel nuit et de l'élément spatial du domicile du lieu habité qui constitue véritablement le cœur de la présomption. Donc le fait que l'intrusion ait lieu dans le domicile constitue un facteur de particulière vulnérabilité de la potentielle victime, au même titre que l'obscurité, la période du repos. Alors, quelles sont les définitions de la nuit qui sont retenues ici en matière de légitime défense ? Quelques exemples jurisprudentiels. La Cour de cassation, dans un arrêt de 2015, approuve les juges du fond plutôt, d'avoir retenu la légitime défense, donc le critère temporel de nuit, à 23h45. Un autre exemple, un arrêt du 14 mai 1997, dans lequel le juge du fond a soin de préciser que les habitants ont été surpris par l'intrus, donc dans leur domicile, en pleine nuit, alors qu'ils sortaient du lit. Alors, deux remarques, évidemment, il existe de nombreuses jurisprudences rendues en matière de présomption de légitime défense. Deux remarques se dégagent à l'issue de l'étude de ces jurisprudences. La première, c'est que les juges du fond, pour caractériser le critère temporel de la nuit, ne se contentent pas de dire l'intrusion de nuit, mais plutôt utilisent l'expression en pleine nuit, pour souligner, en réalité, la gravité de l'attaque. La seconde remarque que l'on peut opérer ici, c'est que se mêlent, en matière de présomption de légitime défense, à la fois les définitions sociales de la nuit, donc la période du repos, et l'assimilation à l'obscurité. Donc le juge du fond va chercher à caractériser non seulement la période du repos, et de plus la période de l'obscurité. Alors en conclusion de ce grand 1 sur la prise en compte par le droit pénal général de la nuit, l'on peut dire que cette prise en compte se fait à travers un texte, particulièrement important certes, puisqu'il s'agit d'une présomption de légitime défense, mais un texte unique, alors qu'à l'inverse, en droit pénal spécial, les références à la nuit sont nombreuses. Et la nuit est alors synonyme, en droit pénal spécial, de répression pénale à travers la création d'une délinquance particulière de la nuit. Alors j'entends par délinquance ici l'ensemble des agissements délictueux dans un groupe ou un pays donné. Donc il y aurait une délinquance particulière de la nuit, une délinquance propre à la nuit, s'il est un ensemble d'agissements délictueux qui ne peuvent être juridiquement constitués que s'ils ont lieu la nuit. Donc il faut que la nuit soit une condition nécessaire à la consommation de l'infraction. Donc la nuit doit figurer dans l'élément légal de l'infraction, doit figurer dans le texte d'incrimination de l'infraction, et cela exclut, par conséquent, les infractions qui seraient commises le plus souvent la nuit. Je pense ici notamment au recours à la prostitution, qui selon plusieurs rapports d'information serait effectivement commis le plus régulièrement la nuit, mais évidemment cette infraction peut également être retenue si elle est commise de jour. Donc il y a là effectivement un lien particulier entre la commission de certaines infractions et la nuit, mais c'est un lien qui est de nature matérielle et non juridique.
L'élément légal de l'infraction, donc le texte d'incrimination, est susceptible de renfermer plusieurs éléments, l'acte préparatoire, la condition préalable ou l'élément constitutif. Je dirais un mot d'abord de la nuit comme revêtant ces natures pénales-là, et je dirais ensuite un mot de la nuit comme circonstance aggravante, donc la nuit qui aggrave la criminalité de l'acte. D'abord la nuit comme acte préparatoire, condition préalable ou élément constitutif de l'infraction. Alors la nuit, semble-t-il, c'est la première remarque à opérer ici, la nuit, semble-t-il, ne peut être qu'une condition préalable de l'infraction et jamais un acte préparatoire ou un élément constitutif. Alors la condition préalable, c'est une composante de l'incrimination, elle désigne une situation de droit ou de fait qui préexiste à l'infraction. C'est le cas de la chose d'autrui dans le vol, puisque le vol est la soustraction de la chose d'autrui, et le vol, donc la consommation de l'infraction de vol, présuppose l'existence d'une chose, déjà, d'une chose qui soit appropriée, et d'une chose qui soit appropriée par une autre personne que le voleur. À l'inverse de la condition préalable, l'acte préparatoire et l'élément constitutif présentent cette particularité d'appartenir, de relever du comportement de l'agent. L'acte préparatoire, c'est l'étape de l'iter criminis, donc du chemin criminel, par lequel l'agent se procure les moyens d'infraction, et l'élément constitutif correspond à la consommation proprement dite de l'infraction, plus précisément l'exécution du projet criminel. Donc l'acte préparatoire et l'élément constitutif relèvent du comportement de l'agent. Or la nuit, par essence, semble-t-il, ne peut pas, ou plus difficilement, relever du comportement de l'agent. En effet, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil qui amène la nuit, et donc par conséquent la nuit serait un événement cosmique, c'est-à-dire qui appartient à l'ensemble de l'univers, au fonctionnement de l'univers, et par conséquent la volonté humaine n'a pas de prise sur la nuit, n'a pas d'impact sur la nuit, donc la nuit par essence serait une condition préalable à l'infraction. Alors un article, cependant, vaut la peine d'être mentionné. Un article sème le doute sur la nature pénale de la nuit. C'est l'article R623-2 du Code pénal qui punit d'une amende les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui. Alors le problème de cette rédaction, c'est qu'elle laisse entendre la présence de deux éléments constitutifs alternatifs, injurieux ou nocturnes, puisque injurieux, effectivement, c'est l'agent qui imprime au tapage un caractère injurieux, alors que nocturne, encore une fois, la nuit ne peut être qu'une condition préalable de l'infraction, donc jamais un élément constitutif. Donc la rédaction de cette disposition sème le doute sur la nature pénale de la nuit et est à cet égard assez peu satisfaisante. Alors il y a deux fondements à l'existence de la nuit en droit pénal positif comme circonstance, comme condition préalable à l'infraction. Dans un premier temps, il s'agit de la protection du repos et dans un second temps, la prévention de certains risques. En ce qui concerne la protection du repos, je pense précisément à l'infraction de tapage nocturne, donc prohibée par le Code pénal. À titre d'exemple, la jurisprudence retient que des aboiements de chiens de 4 heures jusqu'à 10 heures du matin constituent un tapage nocturne. Et dans le même sens, je pense également à la prohibition de l'avertisseur sonore de nuit par le Code de la route. Donc il y aurait là plutôt qu'un droit, d'ailleurs un droit de la nuit, plutôt un droit à la nuit, donc un droit au repos, ce qui sera l'objet d'une prochaine contribution. La définition de la nuit qui est retenue ici, c'est une définition sociale, une définition réelle de la nuit, c'est la nuit par assimilation à la période généralement considérée comme celle du repos. La nuit comme condition préalable fonde aussi la prévention de la commission d'un résultat redouté. Je pense ici aux dispositifs d'éclairage et à leur utilisation, dispositifs d'éclairage donc sur les véhicules et à leur utilisation imposée par le Code de la route. Ces dispositions contiennent régulièrement l'expression suivante « la nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffisante, l'utilisation de tel ou tel feu est imposée ». La nuit ici, évidemment, est entendue comme synonyme d'obscurité. Alors ce qui est intéressant, c'est de remarquer que dans la rédaction de cette disposition, finalement, l'obscurité englobe la nuit, mais la nuit n'épuise pas toutes les hypothèses de visibilité insuffisante, la nuit n'épuise pas toutes les hypothèses d'obscurité. Alors compte ici, donc évidemment, l'absence de lumière causant la difficulté à voir, et l'objectif, effectivement, c'est que l'usager soit vu par les autres usagers et qu'il puisse voir les autres usagers. Le fondement de la prise en compte de la nuit, ici, dans ces dispositions, c'est évidemment le risque de la commission d'infractions plus grave que, en soi, l'absence d'utilisation des feux. C'est le risque de la commission, notamment, de blessures et d'homicides involontaires. Involontaires, pourquoi ? Puisque ce que redoute ici le législateur, évidemment, c'est l'hypothèse de l'accident. Alors la nuit est également, dans notre droit positif, une circonstance aggravante de l'infraction et donc à ce titre facteur d'une criminalité renforcée. Alors je dirais d'abord un mot de la signification de la nuit comme circonstance aggravante et dans un second temps les principes qui viennent sous-tendre cette prise en compte de la nuit comme circonstance aggravante.
Alors la circonstance aggravante est une composante de l'infraction, donc à ce titre elle est nécessaire à la consommation de l'infraction et donc elle permet de dégager effectivement une délinquance particulière de la nuit, propre à la nuit. Il faut également préciser que la circonstance aggravante est une composante particulière de l'infraction. La peine est le reflet de la gravité de l'infraction et l'aggravation de la peine révèle l'augmentation du degré de criminalité de l'acte par rapport à une infraction simple. Donc en droit positif, il s'agit ici d'une autre preuve que la nuit est bien prise en compte comme un élément particulier de la commission d'infraction, un élément singulier de la commission d'infraction. Alors deux éléments viennent fonder la prise en compte de la nuit comme circonstance aggravante. Il s'agit d'abord de la protection de la nature. En effet, le code forestier d'abord pose la nuit, alors une portée très large de la nuit ici, puisque la nuit est circonstance aggravante de toutes les infractions forestières et son effet n'est pas négligeable de surcroît puisqu'il s'agit d'une circonstance aggravante qui a pour effet de doubler la peine encourue. La logique est un petit peu différente dans le code de l'environnement en matière de chasse et de pêche, tel que le mentionnait plutôt Romain Vaillant. La nuit est une circonstance aggravante de l'infraction nécessaire mais non suffisante à aboutir à l'aggravation de la peine, c'est-à-dire qu'il faut que la nuit soit unie à d'autres circonstances pour aboutir à l'aggravation de la peine. Alors deux fondements à cette prise en compte de la nuit comme circonstance aggravante. L'un est commun au code de l'environnement et au code forestier, c'est la volonté par le législateur de sanctionner plus sévèrement le délinquant qui cherche à utiliser l'obscurité de la nuit pour échapper à la répression pénale, pour échapper à la vigilance des agents habilités à constater les infractions. L'autre fondement est propre au code de l'environnement, c'est la particulière vulnérabilité de la victime qui revient ici, la victime étant ici l'animal qui de jour demeure caché, précisément pour échapper à la chasse, et qui est obligé de sortir la nuit pour se nourrir. Donc chasser de nuit, finalement, c'est profiter de la particulière vulnérabilité de la victime, ici de l'animal. Alors la circonstance aggravante, la nuit comme sous forme de circonstance aggravante, a également fondé la protection pénale de la propriété avec le vol nocturne, l'aggravation du vol nocturne, supprimée avec la réforme du code pénal de 1994. Alors, sur quel fondement reposait cette aggravation du vol nocturne? Mais il s'agit en réalité des mêmes fondements que ceux qui viennent sous-tendre la prise en compte de la nuit en matière de légitime défense. C'est-à-dire qu'il s'agit notamment de l'inviolabilité du domicile. Le vol nocturne, ici, était l'hypothèse du vol nocturne était celle du vol commis au domicile de la victime. Alors pour conclure sur la nuit comme circonstance aggravante, on peut s'étonner que l'organisation de la répression ne soit pas plus généralisée, puisque finalement, notamment la particulière vulnérabilité de la victime permettrait sans doute de fonder une circonstance aggravante de la nuit en matière d'atteinte aux biens, en matière d'atteinte aux personnes, pardon. Donc on peut s'étonner de l'absence de prise en compte plus systématique de la nuit en la matière. Pour conclure de façon générale, l'existence d'une délinquance particulière de la nuit ne fait aucun doute. Il existe de nombreuses infractions qui font référence au caractère nocturne de la nuit. Et pourtant, le législateur, alors s'il tient à prendre en compte la particularité de la nuit en matière pénale, tâtonne un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si la nuit, il n'y a pas de logique pénale finalement, il n'y a pas de logique juridique dans la place de la nuit en matière pénale. La nuit est tour à tour condition préalable, circonstance aggravante, voire élément constitutif, alors qu'elle ne peut par essence être un élément constitutif. Il n'y a pas non plus de définition pénale de la nuit. Pas de définition unique de la nuit est tour à tour synonyme de repos, la nuit est tour à tour synonyme d'obscurité. Alors cependant, il convient de préciser sur ce point que la variation de la définition pénale de la nuit est en réalité souhaitable. En effet, la réalité à laquelle renvoie le terme nuit doit varier en fonction de la valeur qui fonde l'interdit pénal. La protection du repos appelle évidemment une définition sociale de la nuit. La particulière vulnérabilité de la victime appelle une définition à la fois sociale et par assimilation à l'obscurité de la nuit. La sanction de la volonté d'échapper à la répression appelle une définition de la nuit par assimilation à l'obscurité également, ainsi que la prévention de certains risques dans le code de la route. Pour terminer, donc la présomption de légitime défense en droit pénal général et celle de la délinquance particulière en droit pénal spécial révèlent que la peur ancestrale de la nuit anime encore la société contemporaine en matière pénale. Et définitivement, le droit pénal substantiel français fait sienne l'assimilation instinctive de la nuit au crime, conformément au premier vers du poème de Maurice Carême, selon lequel minuit, c'est l'heure du crime. Je vous remercie.